Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là en cette fin d'avant-midi. J'imagine qu'il y en a quelques-uns comme moi qui avaient faim. La présentation que je vais vous faire, c'est un regard à partir, et je reprends le mot, le lapsus de mon collègue, une vision rurale du développement de l'université. En fait, on devra plutôt dire, il s'est bien corrigé d'ailleurs, une vision plus régionale. Donc, je vais essayer de... il y a des éléments qui vont s'apparenter à la présentation qu'on vient d'avoir, mais à partir d'un regard de l'Abitibi-Témiscamingue. Attendez un peu que je trouve le moyen... Ah, peut-être juste ici. Voilà. Donc, comme on le sait, quand on a créé au début des années 60, le niveau de scolarité n'était pas très, très élevé d'une façon générale au Québec, particulièrement dans les populations francophones. Et une des volontés, quand on a créé le réseau des universités du Québec, ça a été justement d'augmenter le niveau de la scolarité des francophones. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est de montrer un petit peu l'impact que ça a eu, le fait d'implanter des universités sur l'ensemble du territoire, donc en dehors des grands centres urbains, en prenant l'UQAT, que je connais assez bien, et la région de l'Abitibi-Témiscamingue comme exemple. Alors, ma présentation va se dérouler en 4 ou 5 points. Je vais d'abord vous présenter une brève histoire de l'Université du Québec, pour voir un petit peu comment est-ce que son implantation s'est faite en région et les défis que ça a posés. Ensuite, on présentera un certain nombre de données sur l'évolution des effectifs étudiants, des programmes et de la diplomation à l'UQAT. En troisième temps, je vais vous parler de l'impact que ça a eu sur la région, le fait d'avoir une université et d'augmenter le niveau de scolarité. Quelques perspectives d'avenir vraiment très, très brèves, puis une petite conclusion qui va aussi être assez brève. Donc, commençons avec mon histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut voir, quand on a créé le réseau des universités du Québec, il y a toute une partie du Québec qu'on a particulièrement oubliée. Ça a été tout l'ouest et le nord-ouest du Québec. Donc, on n'a pas installé, on n'a pas mis d'université en Outaouais ni en Abitibi-Témiscamingue. Mais ça n'a pas empêché qu'on développe là des services universitaires. Alors, entre 1970 et 1983, comme je le dis ici, il n'y a pas de service, il y a des services universitaires dans le nord-ouest québécois et ça a pris toutes sortes de formes au fil de l'histoire. Alors, d'abord, et ça, c'est le regard que j'ai à partir de l'UQAT, on a d'abord eu un campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc l'UQTR venait d'être créé. Ils sont délocalisés, si je peux dire, à Rouyn-Noranda et on a créé à ce moment-là le SUNOC, le service universitaire du nord-ouest québécois. Et dès la première année, ils ont donné des cours dans 11 municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue. On ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans chacune des classes, mais il y avait quand même une offre de formation sur l'ensemble du territoire. Cette histoire-là n'a pas duré très, très longtemps. L'UQTR voulait se développer de son côté. Il y a eu des querelles internes, disons, on ne rentrera pas trop dans le détail, mais on s'est détaché de l'UQTR. Et là, on a davantage travaillé avec la région qui s'appelait Hull à l'époque, et on a créé le DEOC, qui est la Direction des études universitaires de l'Ouest québécois. Ça, c'était en 72 jusqu'à peu près 76. Là, ça a changé encore de structure. C'est devenu le CEOC, le Centre d'études universitaires de l'Ouest québécois, jusqu'à ce que Hull devienne une constituante à part entière, obtienne ses lettres patentes en 1981 et qu'on crée à ce moment-là l'UQAT, l'Université du Québec, à Hull. Alors, à partir de ce moment-là, on a encore créé une nouvelle structure qui est devenue le CEAT, donc le Centre des études universitaires de l'Abitibi-Témiscamingue, donc cette fois-là davantage identifié à la région. Et on a travaillé et finalement, on a obtenu des lettres patentes en 1983. L'UQAT est officiellement créé à ce moment-là et vous me corrigerez, mais si je ne me trompe pas, c'est la dernière université de nerf constituante qui a été créée. Pendant toute cette période-là, ce qu'il faut surtout retenir ici de cette histoire-là, c'est que même si on a eu une université formellement en région que depuis le début des années 80, il y a quand même eu des services universitaires, il y a des cours universitaires qui se sont donnés, il y a eu des professeurs qui ont été embauchés, tellement qu'en 80, là, autour des années 80, au début des années 80, il y avait déjà 43 professeurs qui étaient associés là, au service universitaire en Abitibi-Témiscamingue. Il faut voir que l'UQAT, c'est une université, mais comme bien d'autres aussi, qui est très rattachée à son territoire, qui a un rapport particulier à son territoire.
Quand on a créé l'université, ça a été la première université qui portait le nom de sa région. C'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et ce n'est pas étranger à la volonté des gens qui ont travaillé à mettre sur pied cette université-là, qu'elle s'identifie non pas à une ville, ça aurait pu être l'Université du Québec à Rouyn-Noranda, mais vraiment s'identifier à une région. Maintenant, on a l'UQO. À partir du moment où on a fusionné un certain nombre de municipalités en Outaouais, c'est devenu l'Université du Québec en Outaouais, mais pendant très longtemps, l'UQAT était la seule qui avait le nom de son territoire. Et comme je disais, ça relève beaucoup, la création de l'UQAT, d'une mobilisation des acteurs socio-économiques, une vigilance assez grande des acteurs socio-économiques de la région pour la mettre en place. Je vous ai fait remarquer tantôt que dès qu'on a créé l'université, il y avait déjà des cours dans 11 municipalités. Donc, on voit bien ici que la volonté d'une université en région, c'est qu'elle ne s'adresse pas juste, qu'elle ne s'installe pas juste dans une ville-centre, mais qu'elle rayonne sur l'ensemble du territoire. Et puis, très rapidement, à l'UQAT, on a mis en place des services de formation à distance. Les premiers cours, ce qu'on a lu, c'est des rubans magnétoscopiques. Alors, pour les plus jeunes, c'est peut-être pas ce que ça existe, mais pour les plus vieux, ça vous en rappellera quelques souvenirs. Alors, on enregistrait des cours qu'on envoyait dans les centres et les gens écoutaient ça dans les centres. Ça n'a pas eu un très, très grand succès, semble-t-il, mais en tout cas, c'est des premières expériences. Dans l'histoire de l'UQAT, j'ai découvert, et j'en sais pas beaucoup plus, mais que le gouvernement canadien a mis en place un satellite pour faire de l'enseignement et que l'UQAT a obtenu une 40aine d'heures de diffusion sur ce satellite-là, qui s'appelait le projet Hermès. On a aussi rapidement développé de l'enseignement avec des tableaux électroniques qui permettaient de... On écrivait sur un tableau et ce qu'on écrivait se répercutait dans d'autres salles à distance. Donc, on a donné ça dans plusieurs... On a développé aussi, dans les années 90, toute la question de la vidéoconférence. Pour l'instant, à l'UQAT, je pense qu'on est une des universités qui a le plus de salles de vidéoconférence sur l'ensemble de son territoire. Plus récemment, on utilise les technologies comme VIA, par exemple, que vous devez connaître, ou plus récemment encore le streaming, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de formations à distance à l'UQAT où on enregistre des cours et qui sont diffusés en direct, là, pas en direct, mais en différé sur Internet. Donc, comme on l'a fait remarquer tantôt, l'UQAT, c'est une université de proximité et qui vise l'accessibilité. C'est vraiment sa mission. Et si on regarde maintenant en 2017 comment elle se déploie sur son territoire, il y a 3 campus, un à Rouyn, un à Val-d'Or, un à Amos, qui sont les villes les plus importantes de la région. Il y a 4 centres, un à La Sarre et un à Notre-Dame-du-Nord, qui sont aussi 2 villes relativement importantes de la région. À Mont-Laurier, à Montréal, puis on a 2 points de service, un à Lebel-sur-Quivillon et l'autre à Chibougamau. Donc, on voit bien que l'UQAT, c'est une université qui s'est déployée sur l'ensemble du territoire et ça reste des éléments fort importants. Maintenant, si on regarde... excusez-moi, je n'ai pas touché au bon bouton. Si on regarde un petit peu comment est-ce que ça s'est répercuté sur l'évolution des effectifs étudiants des programmes et de la diplomation, je vais vous présenter quelques chiffres qui sont tirés d'un certain nombre de documents. L'évolution des inscriptions ici, ce que j'ai pris les chiffres-là, c'est les chiffres qui viennent des rapports annuels du réseau de l'UQ. C'est pour ça que ceux auxquels j'avais le plus facilement accès, ça a commencé en 1997. Et j'avais des chiffres qui, dans d'autres documents qui partaient, par exemple, des années 80, mais les chiffres me semblaient tellement pas concordants avec les rapports annuels. Je n'ai pas trop osé les mettre. Donc on voit l'augmentation ici du nombre d'étudiants entre 87 et 2016. Là, ça double à peu près le nombre d'étudiants qui sont inscrits. Un peu la même chose pour les étudiants équivalents temps complet. Et puis, on voit aussi qu'il y a une progression assez intéressante pour les étudiants qui sont inscrits au cycle supérieur. Alors, Sylvie me disait qu'elle a eu des demandes. Oui, j'ai fait une demande. Enfin, je travaillais avec quelqu'un qui a eu la bonté de faire une demande et Sylvie m'a répondu à une vitesse fantastique. Je suis encore estomaqué. Non, il a demandé ça en début d'après-midi, puis en fin d'après-midi, en nous envoyant un tableau. Donc, un grand, grand merci. Mais avec plein de mise en garde. Alors, les données que je vous montre, c'est sur l'évolution des programmes. Je voulais avoir une idée de la façon dont les programmes avaient progressé à l'UQAT. Si on regarde ici, il faut que je mette mes lunettes pour voir ce qui est là. En 1972, quand on a créé, en tout cas dans les documents que j'ai, on nous disait, je vais le regarder là, ça va être plus simple, qu'il y avait 36 programmes de premier cycle à l'UQAT. Là. Vous les voyez, 4 en sciences pures, 3 en sciences de l'éducation, et en administration, 3 en lettres, 3 en sciences humaines et 22 en formation des maîtres. Alors, monsieur rappelait tantôt l'importance qu'il y avait quand on a créé l'UQ pour la formation des maîtres. Bien, ça se répercute bien ici aussi, là, dans ces données-là. L'année suivante, c'est l'année où on a pris nos distances de l'UQTR. Bien, il y a eu une certaine rationalisation des programmes et cette fois-là, on est tombé à
un programme en sciences humaines, un programme en sciences de l'administration et 10 programmes en sciences de l'éducation. Et d'une façon générale, à l'UQAT, les programmes sont développés à partir de Hall, là, et c'est donc des programmes sur lesquels on a un peu moins de maîtrise, ça tient, de maîtrise, oui, et ça tient un peu moins compte des besoins de la région. Le tableau que vous avez là, c'est le tableau, donc Sylvie a eu la bonté de me prêter. La façon dont on a comptabilisé les programmes, là, ça se peut qu'il y ait des programmes qui sont comptés comme 2 fois, etc. Mais ce qu'il faut surtout, je pense, regarder, c'est la progression. Là. En 1984, il y avait 41 programmes, jusqu'à 135 maintenant. Donc, ça fait quand même une progression assez importante. Et si vous remarquez aussi les programmes de 2e et de 3e cycle qui apparaissent aussi en cours d'histoire. Si on regarde la répartition des inscriptions par domaine d'études, ben là aussi, on voit là un certain progression et je dirais un certain déplacement, c'est-à-dire qu'au début du réseau de l'UQ, on a beaucoup de programmes, donc en sciences de l'éducation, en sciences d'administration, où on a pas mal de programmes. Et plus on avance dans le temps, bien, on voit là qu'en 2016, c'est 38% des gens qui sont en sciences de la santé. Il faut voir ici que c'est une conjoncture, ben, je ne sais pas si c'est une conjoncture, mais c'est une des raisons particulières, c'est que en sciences de la santé, on a beaucoup développé la formation à distance. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des gens de la région, mais c'est une formation qui est offerte sur l'ensemble du territoire. Donc, on voit un déplacement là, puis on voit aussi là, que les sciences appliquées ont pris de l'importance au cours des années. Autre petite donnée sur l'évolution des diplômes par genre. Donc, on voit quand même qu'en 1997, il y avait 391 diplômes qui étaient discernés. En 2016, c'est un peu plus de 2 fois plus là, qui sont décernés. Donc, on diplôme davantage les étudiants. Il y a plus d'étudiants qui sont. Et un peu la même chose, il y a un déplacement d'une certaine façon. On voit qu'il y a moins de baccalauréat. Il y a un peu plus de programmes à la maîtrise, un peu plus au doctorat aussi au fil des ans. Mais ce qui manque dans ce tableau-là, c'est les programmes courts, les certificats, etc., dans lesquels il y a mais aussi les programmes de DESS, là, qui expliquent aussi une partie là, du fait qu'il y a moins de baccalauréat que dans les années précédentes. Vous voyez qu'en 2016, c'est marqué qu'il n'y a pas de diplôme de doctorat. Je peux vous dire qu'en 2017, on va en avoir beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de soutenance de thèse en 2016-2017 à l'UQAT, dont on est très content de ça. Dernière diapo sur ça qui... je n'ai pas trouvé où bien la mettre dans ma présentation, c'est le portrait de l'étudiant type à l'UQAT. En 2017, ça correspond un petit peu là, à ce qu'on vient d'être présenté. C'est pour 76%, c'est une femme qui a 31 ans, qui vit avec un enfant à charge, qui étudie à temps partiel, puis qui est plus souvent qu'autrement une étudiante de première génération. Donc, on voit bien que le fait d'avoir à l'UQAT développé toute une panoplie de programmes puis d'être établi sur l'ensemble du territoire, bien, ça fait en sorte que les femmes se scolarisent davantage. Maintenant, quels sont les impacts de tout ce cheminement-là de l'UQAT en termes sur la région? Encore une fois, des chiffres avec lesquels j'ai de la difficulté un petit peu, mais je vous les présente quand même pour se faire une idée. C'est sur le niveau de scolarité dans la région. Alors, dans les années 70, au début des années 70, j'ai certains documents qui me disent qu'il y avait environ 3,6% de la population qui avait un diplôme universitaire. En 81, on passait à 8 %. En 2006, on passe à 12,6 %. Puis en 2011, on serait dans l'entour de 14,5 %. La difficulté, notamment avec le chiffre de 2011, c'est que vous savez que le Statistique Canada a changé sa façon de faire son recensement et donc les chiffres qui sont là ne sont pas calculés de la même façon que les années précédentes. Donc, il faut prendre ça un peu avec un bémol, ce chiffre-là. Mais ce qu'il faut surtout retenir, je pense, c'est la progression du niveau de scolarité dans la région. En 2012, on a fait une étude à l'UQAT pour voir un petit peu ce qui se passait avec nos diplômés. Et ici, on a un tableau qui présente les lieux de résidence des diplômés. On voit d'abord qu'il y a 67 % des diplômés de l'UQAT qui sont encore en région et qui se répartissent dans les différentes MRC de la région, là, Abitibi, Abitibi-Ouest, Vallée-de-l'Or, Rouyn-Noranda et Témiscamingue. On voit qu'il y a une concentration là, autour de Rouyn et de la Vallée-de-l'Or, qui sont les 2 centres urbains les plus importants, mais qu'il y a aussi des diplômés dans les MRC
comme celle d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest ou du Témiscamingue, qui sont des MRC moins populeuses que les deux autres. Et la proportion à peu près de diplômés correspond à peu près à la proportion de la population. Et on voit aussi donc qu'il y a des étudiants du nord du Québec. Donc, l'UQAT aussi offre des programmes dans le nord du Québec. Dans les régions de la Laurentide, il y a aussi un certain nombre d'étudiants ailleurs au Québec. Et on a quand même 8 d'étudiants étrangers. Enfin, en tout cas, à tout le moins d'étudiants qui sont venus étudier chez nous et qui maintenant sont à l'extérieur du Québec. Donc, premier impact, je dirais, de cette université-là, c'est qu'on a réussi, elle fait en sorte qu'il y a des étudiants diplômés sur l'ensemble du territoire. Autre donnée que je trouve intéressante, c'est on constate que les diplômés qu'on forme à l'UQAT, qui ont des baccalauréats, composent à peu près 76 des travailleurs de leur secteur professionnel. Alors, si on prend l'ensemble donc, des diplômés en 1980 et 2012, puis qu'on regarde l'état du marché du travail en 2009-2011, on a donc des données qui nous disent, par exemple, qu'en génie mécanique et en génie électromécanique, il y a 56 des gens qui travaillent dans ce domaine-là en Abitibi-Témiscamingue qui sont des diplômés de l'UQAT. Même chose pour les programmes en éducation, c'est 84 69 en travail social. En psychoéducation, c'est pratiquement tous les travailleurs, pratiquement tous les psychoéducateurs qui ont été formés à l'UQAT. Sciences comptables, 86 72 en administration. Puis en sciences infirmières, c'est 54,1 mais si on prenait uniquement les infirmières bachelières, donc celles qui sont formées à l'UQAT, ce pourcentage-là augmenterait. Un peu comme on l'a fait remarquer tantôt, il y a quand même la question d'avoir une université en région, ça a contribué au rehaussement du niveau de scolarité chez les jeunes femmes. Alors, le deuxième paragraphe là, fait bien ressortir que les femmes les plus jeunes sont davantage scolarisées que les femmes les plus âgées. Donc, ça aussi, c'est un impact intéressant. Donc, voilà donc un certain nombre d'impacts qu'on peut voir avec le fait d'avoir une université en région. Quelques perspectives d'avenir. Enfin, ça va être assez court. On peut se demander si, dans quelle mesure est-ce que l'augmentation de la scolarité va se poursuivre. Il me semble qu'il y a trois tendances, trois éléments, en tout cas, qu'on constate en Abitibi-Témiscamingue qui peut nous faire croire que le niveau de scolarité va continuer d'augmenter. D'abord, on donne davantage de programmes de maîtrise et de doctorat, donc il y a des étudiants qui vont poursuivre leurs études. On va probablement aussi attirer un certain nombre d'étudiants, et on constate que quand on attire des étudiants en région, ils ont tendance à rester, donc ça va contribuer aussi à augmenter le niveau de scolarité de la région. Il y a toute la question de la formation à distance qui se développe de plus en plus chez nous. On a parlé tantôt de la mobilité moins grande là, des étudiants. Bien, ça se répercute chez nous aussi. En tout cas, on vit la même chose chez nous. Les étudiants sont moins mobiles. Quand moi, je suis arrivé à l'université en 1994, milieu des années 90, une formule qu'on avait assez souvent, c'était des cours de fin de semaine. Il y avait des cours le vendredi soir, le samedi, puis le dimanche. Et là, on avait des classes pleines d'étudiants. Maintenant, on n'est plus capable de faire ça. Il n'y a plus personne qui est intéressé à ce type d'enseignement-là, mais qui puissent rester chez eux, faire des cours à distance à leur propre rythme, etc., ça développe. Donc, on peut penser qu'il va y avoir là aussi une augmentation de la scolarité dans la région. Et puis, dernièrement, on a créé l'École d'études autochtones. Vous savez que les communautés autochtones ont beaucoup de jeunes. Il y a une volonté de scolariser ces jeunes-là. À l'UQAT, on a mis des moyens pour favoriser la diplomation et les études universitaires chez les étudiants autochtones. Donc, on peut penser que là aussi, ça va contribuer à augmenter le niveau de scolarité dans la région parce qu'il y a, comme je vous dis, une communauté autochtone relativement importante. Alors, en conclusion, donc juste vous rappeler un certain nombre de trucs. Je pense que le fait d'avoir mis en place ou développé des services universitaires et de créer l'université, donc si on regarde ça dans une perspective plus régionale, bien, ça a favorisé l'accessibilité à l'enseignement universitaire. D'une part, géographiquement, là, je reprends peut-être des termes un peu que vous avez étudiés ou des façons de voir. Il y a donc on a favorisé l'accessibilité géographique sur l'ensemble du territoire. On l'a vu, l'UQAT s'est déployé très rapidement sur l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Donc, ça a favorisé les gens ont pu aller à l'université plus facilement. Et donc, ça, c'est pour la région, mais aussi le fait d'avoir mis ça. Donc, c'est pour ça l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, le fait qu'on soit décloisonné, mais le fait aussi qu'on ait une université en région, ça a permis à des gens de l'Abitibi-Témiscamingue d'aller aux études. Puis, il y a une accessibilité que j'ai appelée sociale, là, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais c'est toute la question des étudiants de première génération, les étudiants adultes, les femmes monoparentales, par exemple, qui ont eu davantage accès aux études.
Ça augmente le niveau de scolarité de la région, même si tantôt on avait un chiffre là, de peut-être 14-15 % de niveau de scolarité d'étudiants qui ont des diplômes universitaires en Abitibi-Témiscamingue. C'est loin de la moyenne québécoise qui est aux alentours de 24, je pense, mais on a quand même progressé. Et d'une façon plus générale aussi, le fait d'avoir une université en région, de scolariser des gens en région, ça contribue au dynamisme de la région. On développe des programmes qui sont adaptés aux besoins de la région. Si vous vous souvenez, au début de l'histoire de l'UQAT, les programmes qu'on avait, c'était souvent des programmes qui étaient pensés ailleurs pour d'autres. Quand on a eu l'UQAT, on a pu penser des programmes davantage pour la région. De répondre d'avoir des programmes adaptés, de répondre aux besoins aux besoins de la région de travailleurs hautement qualifiés. Ça permet aussi de... ça, c'est l'autre élément, je n'en ai pas tellement cité, mais le fait d'avoir des gens qui vont à l'université, on sait que c'est des gens qui sont absolument davantage socialement impliqués, qui font davantage de bénévolat, qui s'impliquent dans des organismes, etc. Alors, pour les anecdotes, moi, j'ai formé un certain nombre d'étudiants dans ma carrière et je les croise partout dans toutes sortes d'organismes, des conseils d'administration, etc. Donc, il y a ça aussi comme impact qui est important. Alors, pour terminer, donc, c'est l'exemple de l'UQAT. Et l'idée de ça, c'est d'avoir une vision un peu plus régionale de ce qui est, mais c'est la vision de l'UQAT, mais je pense que si on faisait le même genre d'analyse pour d'autres universités en région, on arriverait probablement à des constats assez similaires. Donc, je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait le réseau de l'UQ partout au Québec. Merci. Merci.